Du coup, on va commencer. Merci d'être venus aussi nombreux, ça nous fait plaisir. On va commencer très simplement en vous présentant nos deux intervenants. Donc, Monsieur Vialard et Madame de Beaupré. Voilà, si vous voulez vous présenter vous-même. Bien, donc je me présente, donc, Aline Chénet-Beaupré, je suis la juriste, je crois, de la soirée. Je suis professeure de droit à l'Université d'Orléans et donc je serai là pour aborder les questions essentiellement juridiques autour de la fin de vie. Bonjour, moi je pense que vous me connaissez parce que vous m'avez déjà supporté. Je suis Marcel Louis Vialard et je suis le prof de médecine palliative à l'hôpital Necker et je dirige l'équipe mobile de médecine palliative périnatale, pédiatrique et adulte à l'hôpital Necker. Donc, on va se croiser pendant votre cursus. Alors, du coup, une première question un peu pour lancer les débats et lancer la soirée, qui s'adresse à vous, du coup, Madame la juriste. Qu'est-ce que la fin de vie et comment est-ce qu'elle est définie juridiquement en France ? Alors, qu'est-ce que la fin de vie? Alors ça, c'est une question qui, pour les juristes, est gênante parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la naissance pour la personnalité juridique, la mort, ça, c'est les critères que nous, on va retenir. Et encore, dès qu'il y aura des questions cliniques, pour la mort notamment, on va passer la main aux médecins en leur demandant d'établir les critères. On a posé des cadres et on a un décret de 1989 qui dit très très clairement, je crois que c'est 89, quand est-ce que cliniquement il y a la mort. Alors la fin de vie, pour nous, ça va être tout de suite un petit peu gênant parce que on va se tourner rapidement vers les médecins pour dire qu'est-ce que c'est que la fin de vie. Nous, on connaît la naissance, on connaît la mort. La fin de vie, c'est se rapprocher de la mort et là, ça va être un petit peu délicat. Si vous voulez que j'enchaîne sur la mort pour parler en tant que juriste, je ne vais pas vous faire un cours de droit, hein, je vous rassure, mais la naissance, bon, c'est à l'accouchement déjà. Avant, on a du mal pour nous de dire s'il y a vie ou pas. Donc on prend la naissance et on dit à ce moment-là, il y a vie. Et si l'enfant naît vivant et viable. Et la mort, on aura nos données cliniques qui ont été posées par des médecins pour nous dire cessation de toutes les fonctions vitales, respiratoires, cardiaques et autres. Donc on a des critères médicaux qui ont été posés. Et après, nous, on va dire, bon, une fois que la personne est morte, il n'y a plus personne. Mais ce qui va nous intéresser juridiquement pour se rapprocher de la question de la fin de vie, c'est la mort quand elle va être éventuellement donnée. Le verbe donner pour les juristes, ça n'ira pas. Elle va être administrée. Quelqu'un va causer la mort de quelqu'un d'autre. Alors, si je le présente de cette façon, j'ai en arrière-pensée une euthanasie que nous, on va qualifier d'active, c'est-à-dire quelqu'un qui va donner la mort, hâter la mort de quelqu'un. Si le mot mort est employé par quelqu'un qui va faire mourir quelqu'un d'autre, juridiquement, notre première démarche, ça va être de dire, ben là, on est dans un homicide. Un humain qui fait mourir un autre humain, ben c'est un homicide. Et là, tout de suite, vous pensez pénal, cour d'assises et autres. Et on dit, ben oui, mais c'est pas toujours méchant, un homicide. Hein. Un homicide, si je veux le banaliser, je vous déconseille de le banaliser, surtout dans vos exercices futurs. L'homicide, ça peut être moi qui suis maladroite avec un bon petit couteau de cuisine, puis je dis au professeur Vialard, regardez comme il coupe vraiment bien, et je l'ai un petit peu tué au passage. Je ne voulais pas vous tuer, j'en suis désolée. Mais donc, un homicide, c'est là que je veux le banaliser un petit peu. On peut avoir quelqu'un qui tue ou qui cause la mort de quelqu'un d'autre sans être méchant, sans avoir voulu tuer. C'est l'accident. Ensuite, on va avoir l'homicide volontaire. Je veux causer la mort de la personne. Alors, quelle que soit mon arrière-pensée, est-ce que je le veux gentiment parce que je trouve que la personne souffre et je veux, vous me sentez venir vers l'euthanasie là, je veux mettre fin à ses souffrances, mais nous, un homicide volontaire, on va qualifier ça juridiquement de meurtre. Et à ce moment-là, c'est 30 ans, je crois, de réclusion criminelle qui sont envisagés. Si on veut réfléchir à une actualité culturelle, c'est Nabila. Je ne sais pas
ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont fait entre eux. Le fait est que lui a reçu un coup de couteau. Était-il donné volontairement ou non? On ne le sait pas et la justice va étudier la question. Mais s'il y a un coup de couteau qui a été donné volontairement, on est pour nous dans la qualification de meurtre. Dernière gradation, et je termine sur la mort donnée à autrui, l'assassinat, c'est un meurtre, donc un homicide volontaire, c'est un meurtre prémédité, c'est un assassinat. Et là, la sanction, c'est la perpétuité. Nous, on va le poser comme ça dans le code pénal, et vous sentez très rapidement que à l'hôpital, autour d'une personne qui souffre ou autour d'une personne qui est en fin de vie, selon que l'on voudra ou pas intervenir pour de sa vie la faire passer à la mort, vous sentez que nous, les juristes, on est là avec nos cadres et on va dire attention, il y a un problème. D'accord? Donc on aura des qualifications à donner après. Alors, du coup, vous avez donné l'état des lieux de la loi qui est assez clair. Et qu'est-ce que la loi Leonetti apporte à cette définition et comment est-ce qu'elle a évolué, comment est-ce qu'elle a fait évoluer ce point de vue-là? Alors, la loi Leonetti, elle est intervenue en 2005. La loi Leonetti, elle est là pour... elle a été réalisée après différents rapports qui ont été demandés à diverses personnes. Notamment, il y avait à l'époque Jean Leonetti et Marie de Henzel, l'un médecin, l'autre psychologue, je crois, Marie de Henzel, et qui ont fait des rapports sur la fin de vie parce qu'ils intervenaient dans ces domaines. Et on a voulu faire une loi sur la fin de vie. La question, en fait, elle était un peu sous-jacente avant. Il y avait eu l'affaire Vincent Imbert, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un garçon tétraplégique d'environ 20 ans et qui voulait mourir et qui avait écrit un livre en disant « Je vous demande le droit de mourir ». Et juridiquement, je reprends le terme juridique alors qu'il s'adressait au président de la République, juridiquement on dit non, on ne peut pas accorder le droit de mourir, on ne peut pas permettre à quelqu'un de... On a posé la question de l'euthanasie, on a posé la question de la fin de vie et des soins palliatifs. Et après différents rapports, après plusieurs mois, ça ne s'est absolument pas fait dans la précipitation, après plusieurs mois, la loi Leonetti a été votée donc en avril 2005. Et cette loi Leonetti, elle vient dire est-ce que la France est pour ou contre l'euthanasie? Et la loi Leonetti, alors elle ne le dit pas en ces termes, mais ça revient à cela, elle dit non, nous ne voulons pas en France légaliser l'euthanasie, mais nous voulons en France gérer, organiser, encadrer la fin de vie en regardant un petit peu comment le corps médical, parce que c'est surtout le corps médical qui va être confronté à l'hôpital, à toutes ces questions, comment le corps médical peut être amené à gérer cela. Et on va poser différentes règles, on va réfléchir à ce que c'est que l'obstination déraisonnable, quand est-ce que l'on doit poursuivre les soins, les traitements. Est-ce qu'on doit continuer à soigner? Alors on peut s'arrêter 2 secondes peut-être sur l'obstination déraisonnable et les soins. Et je commence et vous enchaînez? Oui. On a différents articles. Hein. Et vous pouvez trouver ces articles, je ne sais pas si c'est votre site favori, je ne pense pas, mais un site qui s'appelle Légifrance, accessible à tous. Il n'y a pas beaucoup d'images. Mais vous avez tous les articles, vous avez tous les codes qui existe en France. Vous choisissez votre code, et en l'occurrence, je vous inviterai à aller vers le code de la santé publique, et vous choisissez les numéros, et vous avez les articles 1000L, 1110 et suivants, et là, vous trouverez tous les textes qu'on va évoquer ou autour desquels on va tourner dans les instants qui viennent. Et la loi Leonetti va distinguer, en réalité, si on reprend l'exemple de l'obstination déraisonnable, elle va dire, mais quand est-ce qu'il y a obstination déraisonnable? Quand on est en train, en fait, de traiter... Alors, il y a un article précis, je l'ai dans mes feuilles, je vous le dirai tout à l'heure si ça vous intéresse, je ne connais pas par cœur, mais on va dire, bien, lorsque on voit que vraiment on n'arrive plus à guérir, je vais faire exprès d'employer ce terme, guérir une personne, arriver à lui administrer des soins curatifs, mais... On peut encore la soulager, bien sûr, de la souffrance. Il y a toujours quelque chose à faire contre la souffrance, mais on ne peut plus la soigner dans le sens de la guérir. Et on va faire la différence dans les soins
entre les soins qui vont être apportés à une personne pour lutter contre la souffrance ou pour organiser la vie de tous les jours et faire que la personne soit au mieux dans son état pathologique incurable qui la conduit vers la mort. Et à côté de ça, on va dire oui, mais en revanche, quant à la guérir, ça, on ne peut plus rien faire. Donc on va arrêter les traitements qui visaient à guérir cette personne. Si vous voulez préciser mon propos. Non, enfin, moi j'ai envie de dire, je pense que ce que vous leur présentez là, c'est excellent parce que ça va leur permettre de mettre un cadre. La fin de vie, nous en médecine, on ne va pas la penser de la même façon. Parce que la fin de vie, c'est pour le médecin clinicien, nous on va la penser au moment où on sent qu'on ne pourra plus permettre à cette vie qui peine à s'exprimer. Ou alors si c'est en tout début de vie, c'est-à-dire chez un nouveau-né, c'est on ne pourra pas aider cette vie qui n'arrive pas à s'exprimer. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'aider à vivre, à soutenir cette vie. Et c'est là où nous, très vite, dans la question de la fin de vie, se pose la question de jusqu'où je vais, non pas dans les soins. Pour nous, on n'arrête jamais les soins, on ne les limite jamais, mais on va limiter ou arrêter des traitements. Et c'est les traitements qui vont être déraisonnables. Mais c'est parce qu'on essaye de penser un petit peu notre pratique. C'est-à-dire on est des scientifiques purs et durs. On a des données EBM, des données statistiques, probabilistes, et on se dit, voilà, le malade, il devrait être comme ceci. Or, le malade, il ne devrait pas, il est. Et il n'est jamais à la place où on l'attend. Ça fait quelques années que je fais le docteur, je cherche désespérément le malade comme dans les livres, et je crains de ne jamais le rencontrer. C'est d'ailleurs ce qui fait que ce métier est passionnant jusqu'au bout. Parce que, justement, on reste encore surpris par le patient. Et on se dit, je ne peux pas me contenter de m'asseoir et de contempler les choses ou de tergiverser. Et on a des états d'âme, parce que non seulement on a une difficulté, on a un degré d'incertitude qui fait que, est-ce qu'il est vraiment en fin de vie? Il est des patients, quel que soit l'âge, où on se dit, en les examinant, en les rencontrant, on se dit, oh là, ça ne va pas le faire. Hein. Lui, demain... c'est maintenant qu'il faut boire un verre, parce que ça risque d'être le dernier. Et puis, le lendemain, on repasse, et il est toujours là, le sourire un peu moqueur, le regard un peu provocateur, même du style « tu t'es encore trompé ». J'ai vu le train passer, mais je ne suis pas monté dedans, quoi. En gros, c'est non, je prendrai le suivant, et où on se rend compte qu'il y a des choses qui échappent à notre rationalité, à nos probabilités. Et du coup, on peut être amené, nous, par compassion, parce qu'on n'est pas désincarné. Aucun de nous ne s'habitue à la souffrance des malades. Et nous, on est formaté à, il a un symptôme, tu as une réponse thérapeutique, tu mets le traitement, et ça va traiter le symptôme ou la maladie. Mais parfois, en essayant de traiter la maladie, on déclenche des souffrances que même la maladie n'avait pas provoquées. Et là, on est renvoyé dans nos cordes, dans nos limites, où on se dit, mais je lui mets une chimiothérapie. C'est bon parce que ça va lui diminuer l'évolution de sa tumeur, ou ça va même peut-être tuer sa tumeur. Mais encore faudrait-il que cette chimiothérapie, en tuant sa tumeur, ne le tue pas lui, parce qu'elle ne va pas tuer que les cellules cancéreuses, elle peut aussi faire mourir ou abîmer des cellules qui sont saines, et notamment des cellules myocardiques. On a vu, alors c'est de plus en plus précis parce qu'on progresse, parce qu'on travaille, mais il reste toute cette part d'incertitude en se disant le risque que je prends d'abîmer une partie des fonctions physiologiques du patient est-il plus grand que le bénéfice qu'il va en tirer? Alors là, c'est l'aspect déraisonnable. Mais sur la fin de vie, j'ai envie de dire, elle nous surprend régulièrement. Il y a des malades qu'on pensait pouvoir voir vivre encore quelque temps, qui meurent, j'allais dire, précipitamment, de façon négligée. Ils oublient de vivre, et puis tout d'un coup, nous, on arrive, et il est mort. Moi j'ai eu le cas ce matin, on m'appelle pour un petit qui n'allait pas bien, et on me dit, il faudrait que vous alliez le voir, il souffre beaucoup. Ah bah, quand je suis arrivé, il ne souffrait plus. Hein. J'ai tombé sur un enfant mort. Je leur ai dit, voilà. C'est fait, mais c'est lui qui a fait. Donc on se dit, mais
Waouh! Et mes collègues ne sont pas mauvais, ce pas des mauvais docteurs, mais ça nous arrive régulièrement, c'est imprévisible. Et la fin de vie, c'est, nous on parle, on évoque la notion de fin de vie dès lors que l'on ne peut plus guérir une maladie qui va mettre en cause les grandes fonctions vitales, c'est-à-dire en gros la respiration, les fonctions neurologiques et la fonction circulatoire. Et dès lors que ces trois grandes fonctions-là sont fortement menacées, on se dit, dès lors qu'on a un dysfonctionnement majeur, soit rénal, qu'on ne peut pas corriger, c'est un peu moins vrai pour le rein, ou hépatique, qu'on ne peut pas corriger, ou cardiaque, qu'on ne peut pas corriger, ou respiratoire, qu'on ne peut pas corriger, ou qu'il y a un dysfonctionnement cérébral, on se dit, les carottes sont cuites, le malade va mourir. Mais on ne peut pas dire quand. Donc pour nous, la période de fin de vie, elle peut être très précoce. L'idée de fin de vie peut être très antérieure à la mort réelle du patient. Et en plus, on a d'autres situations où il y a la mort physique, mais il y a la mort réelle, je dirais, la mort organique. Mais parfois, les malades sont morts psychiquement, voire socialement, avant que de ne mourir physiquement, organiquement. Et là, c'est souvent de notre fait. Quand on a balancé un diagnostic, on peut quelque part tellement sidérer la personne que la personne, elle, si je vous dis, vous avez un cancer avec plein de métastases, ça ne va pas être simple. On va essayer de se battre, mais je vous ai quand même dit les trois mots qui tuent. Vous avez le cancer, il est métastatique, donc il est très avancé, et ça ne va pas être simple. Donc potentiellement, dans nos têtes, ça résume, il va mourir. Quand on annonce à une maman, le bébé, il convulse, il a des anomalies dans son cerveau. Dans un premier temps, elle va se dire, ah bah oui, il va être lourdement handicapé. Puis après, elle va se rendre compte, oui, mais il n'arrive pas à respirer. Et donc, en fait, ça veut dire que mon enfant qui vient de naître, il va mourir. Et du coup, on tue tout espoir. Elle n'arrive plus à inscrire cet enfant dans un devenir. Tout comme le malade, il n'arrive plus à s'inscrire, lui, dans un devenir. D'ailleurs, les malades nous le disent. Mais alors, je suis fichu. Ils nous le disent comme ça. C'est foutu. Non, il y a encore de la vie. On ne pourra pas guérir. La maladie peut évoluer. Et on peut traiter un certain nombre de symptômes, d'effets. Et on est déjà dans l'idée de la fin de vie. Et puis parfois, la maladie est tellement grave, tellement lourde, ou nécessite des traitements tellement lourds, qu'elle empêche d'être encore considérée par la société. Et donc là, c'est la mort sociale. Et les demandes d'euthanasie qu'on a de temps à autre, elles émanent des gens qui sont psychiquement comme morts, alors qu'ils ne le sont pas, ou qui sont socialement comme morts, alors qu'ils ne devraient pas l'être, et qui ne sont toujours pas morts, et qui ont encore du temps de vie devant eux. Et un temps de vie pour lequel on peut leur donner un confort. Et là, on est renvoyé à des questions qui sont plus médicales, qui sont même pas nécessairement que juridiques, mais on a besoin des juristes pour cadrer les choses, parce qu'il ne faut pas que nous, on soit dans une analyse et une réaction qui soient uniquement liées à nos représentations. Si on est père d'un enfant différent, avec un handicap, on sera plus tolérant sur l'idée d'un handicap en se disant, bah oui, moi j'ai mon gamin, il est handicapé, mais il a accès au bonheur, donc on a une expérience positive. Mais si on n'a pas cette expérience-là, on va se dire, oh là là, un enfant handicapé, mais il va faire sous lui, il va jamais pouvoir faire l'ENA, il va pas passer son bac, enfin, ou je sais pas quoi, il va être malheureux, il pourra pas bouger, ça va être un légume, une plante, enfin, tous les termes qu'on entend et qu'on voit dans les débats, hein, où il ne va être que souffrance, on pourrait être un petit peu expéditif en se disant, mais cette vie-là, c'est pas une vie. Donc, on déshumanise quelque part, au moins symboliquement, la personne, et du coup, le fait de ne pas respecter cette vie, donc éventuellement de faire s'achever cette vie-là, pose moins de problèmes. Et on a besoin d'être confronté à d'autres. Vous voyez, parce qu'on est dans une part de responsabilité où ce n'est pas seul qu'il faut qu'on prenne ce type de décision. Parce que seul, on est enfermé dans nos émotions, c'est notre part de sensible. Relisez un petit peu Aristote un jour où vous avez du temps. Aristote, il nous a bien décrit, il y a la part physique, il y a la part sensible. Nous, on est effectivement dans ce qui est du concret, du physique, de ce qui nous est directement accessible, mais il y a toute la part du sensible qui est sujet
interprétation, ce qui est de l'ordre du psychisme. Le psychisme, ce n'est pas un organe, je ne peux pas vous montrer une photo du psychisme. Et pourtant, j'y crois, alors j'espère que ce n'est pas qu'un acte de foi. J'ai des arguments, vous voyez. Et alors du coup, vous parlez beaucoup de la douleur et du désespoir du patient. Que propose la loi face à ça? Et est-ce que l'euthanasie, c'est une réponse à ça? Et comment ça se passe dans d'autres pays, et, enfin en Europe notamment, nos voisins? Alors, le mot euthanasie en France, dans la loi Leonetti, qui est celle qui organise toutes ces questions, le mot euthanasie n'apparaît pas. On est contre l'euthanasie, le droit français n'accepte pas l'euthanasie. Alors il y a plusieurs questions. Il y a la souffrance et il y a l'Europe. Sur la souffrance, en revanche, la lutte contre la douleur, ça, dans les différents articles du Code de la santé publique, on retrouve cela à longueur de temps. Et à chaque fois, on va dire aux médecins, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour guérir cette personne, lui administrer tous les traitements nécessaires ou qui sont à votre connaissance, qui sont maîtrisés. Et quand vous ne pouvez plus rien faire, vous devez, en tout état de cause, ne pas oublier la lutte contre la souffrance. Et le mot soins palliatifs n'est pas toujours employé, et pourtant il l'est dans certains articles. Le plus souvent, nous, plutôt que de répéter soins palliatifs, c'était trop compliqué, on a renvoyé l'article L1110-10, qui est beaucoup plus parlant, vous le voyez, et on dit conformément à l'article L1110-10. Et quand on remonte à l'article L1110-10, on s'aperçoit qu'on nous parle ici des soins palliatifs. Donc on dit en fait aux médecins, vous soignez, alors au sens large ou au sens, on va dire, courant du terme, dans le sens curatif, et quand vraiment vous ne pouvez plus administrer de traitements qui peuvent guérir la personne, eh bien n'oubliez pas, je pense que les médecins ne l'oublient pas trop, mais bon, la loi a voulu l'écrire, soigner la douleur, lutter contre la douleur, administrer des antalgiques et partez vers tout ce qui est accompagnement de la personne. Et c'est là que les soins palliatifs interviennent. C'est pas simplement lutter contre la douleur, c'est administrer tous les soins normaux pour une personne. On va parler aussi beaucoup de la dignité de la personne dans les articles, même si le mot dignité est un petit peu difficile à cerner. Mais donc on a cette obligation qui est faite et qui est posée aux médecins très très régulièrement. Les articles se répètent pour envisager diverses hypothèses. Pour répondre à l'autre partie de la question, en Europe, il y a quelques pays, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques pays qui ont voulu franchir le pas de l'euthanasie, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, et on a alors, de façon différente, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas principalement. Alors, je vais prendre peut-être l'exemple des Pays-Bas qui constituent une législation qui est posée depuis environ 2002. Eux, ils acceptent, pour faire simple, qu'un médecin, lorsqu'il est face à quelqu'un qui est en fin de vie, pour laquelle on ne peut plus rien faire pour la guérir et qui demande à ce qu'on l'euthanasie, on va accepter que le médecin procède à l'acte euthanasique. Ici, alors je ne suis pas une spécialiste de la réglementation des Pays-Bas, mais ce sur quoi je voudrais insister, donc eux, ils ont accepté ce système, ils ont organisé un contrôle a posteriori, ce qui pour un juriste, en tout cas français, est comme très très étonnant. Si je veux faire une caricature, mais obligatoirement tendancieuse, ça veut dire on vous fait confiance, médecin, allez-y. Si vous avez besoin de pratiquer un acte euthanasique, on vous fait entière confiance. On vérifiera après si vous avez bien fait. Ce sera peut-être un petit peu tard pour regarder si le médecin a vraiment respecté le protocole. Est-ce que la personne voulait vraiment mourir? Non, non, il l'a convaincu. Non, vous avez vu votre tête. Non, non, je crois qu'il serait bon de songer à libérer la place. Je fais du mauvais humour, mais comme vous m'y avez invité tout à l'heure, je continue. Ça devrait être bien. Mais donc, là, c'est la lecture d'un juriste français qui est étonné par l'approche des Pays-Bas. Autre précision sur les Pays-Bas, ils ont ensuite accepté qu'un mineur puisse demander à être euthanasié. Et ça, normalement, quand on réfléchit à l'euthanasie, même les personnes qui sont favorables à l'euthanasie, quand on dit oui, et un enfant peut, bah, effectivement, un enfant souffre, mais est-ce qu'un enfant peut, de façon lucide, exprimer un désir,
une demande pareille, alors que nous, juridiquement, on dit 18 ans, vous êtes incapable, frappé d'incapacité. Alors, on trouve que le mot incapable est un peu fort, mais vous savez tous que tant que vous n'aviez pas vos 18 ans, ben, vous ne pouvez rien faire. Et juridiquement, vous n'avez pas la capacité juridique. 18 ans et quelques heures, c'est bon, là vous êtes intelligent, et 18 ans moins quelques heures, là vous êtes un incapable, si je veux reprendre ce terme un peu provocateur. Mais donc là, ça veut dire qu'aux Pays-Bas, un enfant entre 12 et 16 ans peut demander à être euthanasié, mais il faudra quand même qu'il ait l'accord de ses parents. Ça doit être assez dur pour les parents, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un enfant peut exprimer une volonté solide autour de ces questions? Je pense que ce n'est pas très fréquent. Alors, un autre pays qui a une législation, on va dire, intéressante autour de ces questions, c'est la Suisse. La Suisse, elle pratique, elle a organisé le suicide assisté. Alors le suicide assisté, le principe, ça va être qu'un patient qui est atteint d'une pathologie incurable, évolutive, traduction qui va vers la mort, cette personne va s'adresser au médecin en lui demandant une prescription. Alors c'est du pentobarbital sodique, si je ne m'abuse. D'accord, merci pour la traduction. Et donc la personne va recevoir cette prescription, donc il faut qu'elle soit encore valide. Elle reçoit éventuellement cette prescription si le médecin a bien voulu la réaliser, parce qu'il n'y a aucune obligation pour le médecin de le faire. Et ensuite la personne va dans une pharmacie, se fait remettre le produit, et c'est la dernière étape qui me gêne encore plus dans le choix des Suisses. La personne ensuite va aller voir une association privée en leur disant, ben voilà, j'ai la prescription, j'ai le produit, et maintenant, vous m'organisez le suicide assisté. Et ce sont des associations privées qui vont prendre en charge, il y en a une qui s'appelle Exit, qui vont prendre en charge, c'est véridique, hein. Alors, c'est pas marqué sur les petits panneaux verts ici, mais au moins, il y a de la franchise, hein. Et l'association va donc prendre en charge ce suicide assisté, sachant qu'il y a un coût, donc tout cela est payant. Et pour un Français, par exemple, qui voudrait aller en Suisse bénéficier de cela, c'est de l'ordre de 10 000 euros. Alors ici aussi, c'est pas anodin. Faut être riche pour mourir. Hein. Faut être riche. Donc là, le suicide assisté tel que le pratique la Suisse est quand même assez particulier. Mais alors, quand j'en avais discuté avec vous, vous m'avez dit quelque chose d'intéressant, c'était que quand on fait la différence entre le nombre de gens qui vont chercher ces trucs de pinto, je sais plus quoi, et la différence entre les gens qui commettent vraiment le suicide assisté, il y a une vraie différence dans les chiffres. Alors, les statistiques, je ne les connais pas, mais il y a effectivement, ils ont fait exprès. C'est l'aspect positif, parce que vous sentez que je suis un petit peu réticente face au choix des Suisses. Hein, je ne cache pas mon manque d'objectivité, j'en suis désolée. Ils ont fait exprès de mettre plusieurs étapes, parce que, et ça je laisserai le médecin l'exprimer de façon plus concrète, entre dire je veux mourir parce que je n'en peux plus, soit je souffre trop, soit je ne veux pas de ce que j'entreaperçois. Et je vous donnerai un petit exemple assez amusant aussi juste après, toujours de l'humour bien noir, bien évidemment. On se doute que le passage à l'acte va voir beaucoup de personnes réfléchir à est-ce que j'y vais. J'ai ma prescription éventuellement, donc j'ai déjà fait la démarche d'aller voir un médecin, j'ai la prescription, j'ai le papier en main. Il faut ensuite que j'aille à la pharmacie. Oui, aujourd'hui il fait beau, ben, j'irai peut-être après-demain, un jour où il pleuvra. Je vais reporter un petit peu, puis entre-temps, bon ben, peut-être que j'ai le moral qui va revenir. Ça peut être aussi une question de passage à vide. Donc, les Suisses ont fait exprès de mettre ces différentes étapes et ensuite la démarche d'aller vers l'association. Mais en revanche, une fois que l'association est là, j'ai envie de dire qu'eux, le problème, c'est qu'ils sont rodés à cela. Je ne vais pas le présenter de façon négative pour eux, mais ils vont être professionnels. Ils sont habitués aux doutes, aux hésitations peut-être de dernier moment de ces personnes. Ils vont dire, bien sûr, vous êtes libre, on vous accompagne, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Mais ils vont obligatoirement avoir un discours qui
volontairement ou non, sera un petit peu commercial et vendeur, même si ce n'est pas l'aspect lucratif qui prédominera, mais il y a quand même de l'argent derrière. Donc on peut craindre que pour certains, il y ait des dérives. Mais alors, la petite histoire anecdotique, mauvais humour, et c'est pas de l'humour, hélas, que je voulais évoquer, on a eu une affaire qui s'appelle l'affaire Aldagros, je ne sais pas si vous avez suivi, qui a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors c'est une Suisse qui, en 2013, avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme en disant « c'est scandaleux, je suis suisse, j'ai été voir les médecins, j'ai demandé une prescription, ils ont refusé de me la donner. » Ah bon, c'est scandaleux, effectivement. Et pourquoi? Mais le problème, c'est que je vais très bien, mais je ne veux pas vieillir. Ah. Et là, vous sentez qu'elle avait 60, 70 ans. C'est une femme, bien sûr. Une femme ne supporte pas le vieillissement. Peut-être qu'elle avait des rides, des trucs comme ça, ou des cheveux blancs qui apparaissaient. Je provoque un petit peu, mais elle disait non, je ne veux pas vieillir. Regardez la vieillesse. Je marche moins bien. Je cours moins facilement qu'avant. Je ne veux pas vieillir. On a presque envie de dire, dans ces cas-là, suicidez-vous si vraiment vous ne voulez plus de la vie. Mais là, le suicide assisté, vous allez voir quelqu'un d'autre en disant, ça ne vous dirait pas de vous occuper de moi. Et là, donc, cette femme reproche au corps médical suisse de ne pas lui délivrer ses prescriptions. Et elle a poursuivi les autorités suisses. Et les autorités suisses ont dit non, les médecins font ce qu'ils veulent. Et de toute façon, vous n'êtes pas atteint d'une pathologie irréversible, incurable et mortelle. Et là, donc, elle a été saisir la Cour européenne en disant c'est scandaleux. Ce qui est encore plus extraordinaire, bon, la Cour européenne, elle, c'est sur du pinaillage de juristes. La Cour européenne a dit à la Suisse, écoutez, ce qui serait bien quand même, c'est que vous repreniez un petit peu de votre législation, parce qu'elle n'est pas complètement claire sur tous les points pour dire quelle personne a le droit de récupérer ces fameuses prescriptions. Donc, on vous condamne parce que votre législation n'est pas très bien faite. Donc, ils n'ont pas obligé la Suisse à délivrer du pentobarbital sodique à cette dame, mais ils ont dit, vous revoyez votre copie parce qu'elle est pas parfaitement carrée. Et la Suisse était tellement furieuse qu'ils ont fait appel. Ils ont fait appel, et en septembre 2014, fin septembre 2014, il y a eu ce qu'on appelle un coup de théâtre. C'est-à-dire que la Cour européenne, qui donc depuis 2013 planchait sur l'affaire Aldagros, a découvert que Aldagros était morte depuis 2011 et qu'elle avait caché sa mort. Elle s'était procuré du pentobarbital. Elle avait caché sa mort. Elle avait pris un intermédiaire, un pasteur, en lui disant vous ne dites rien à personne, vous ne dites pas à mon avocat. Et elle a fait organiser toute la procédure pour que la procédure se poursuive, pour l'exemple, après sa mort. Donc là, on est vraiment dans une affaire assez extraordinaire. Ah, complètement. Alors, histoire de vous emmener jusqu'au bout de l'humour juridique, c'est que la Cour européenne était tellement furieuse qu'elle a condamné Aldagros en 2014, alors qu'on savait qu'elle était morte en 2011, pour abus de droit. Ils ne l'ont pas condamnée à mort. Ils n'ont pas osé. Bon. Ils n'ont pas osé. Donc là, c'est assez remarquable. Mais donc, c'est la question du suicide assisté. Mais vous sentez que juridiquement, ce qui va nous gêner, c'est qu'on n'est pas à l'abri de revendications telles que cette femme a pu poser. Parce que quand on pose une pathologie, on a vu toutes les affaires, Vincent Lambert, Vincent Imbert, Chantal Sébir, tous ces noms, je pense, vous disent quelque chose, parce qu'ils défraient la chronique. On a des personnes qui sont tétraplégiques. Ce n'est pas une pathologie évolutive, je ne sais pas comment vous le qualifiez. Je vois simplement que d'un point de vue moteur, la personne ne peut plus bouger. Certes, mais est-ce qu'elle a une maladie mortelle, hormis la vie, parce que c'est la seule maladie, la MST mortelle dans 100% des cas, hormis être atteinte de vie, cette personne, de quoi va-t-elle mourir? On ne sait pas. Et donc, là, quand on a des personnes qui sont tétraplégiques et qui demandent à mourir, eh bien, on n'est plus dans les cadres juridiques, puisqu'on n'a plus de pathologie évolutive, incurable et autres. On est très, très gêné juridiquement. Alors, vous, Monsieur Vialard, comment est-ce que vous faites à l'hôpital dans votre vie de praticien pour répondre à cette demande des patients qui est, à mon avis, aussi présente en Suisse qu'en France, mais comment est-ce que vous faites au jour le jour pour répondre à cette
demande des patients de mourir? Alors, d'abord, ce n'est pas une demande qui est très fréquente, mais c'est vrai qu'elle existe. Et je prendrai deux cas différents parce que il se trouve qu'il y a quelques semaines, nous avons eu un enfant de 8 ans qui nous a fait une demande qui a été interprétée par certains comme une demande de mort, et qui était en fait plutôt une demande de le laisser mourir et non pas de le faire mourir. Alors vous allez dire, ça y est, il est reparti dans ses délires de nuances et tout, mais vous allez voir que non. D'abord, c'est pas du délire, enfin je ne pense pas. Et deuxièmement, c'est pas que de la nuance. On est vraiment docteur dans ces cas-là. Et puis il y a les situations d'adultes. Les situations d'adultes, moi ça fait à peu près 15 ans que je ne fais plus que de la médecine palliative. Donc j'ai arrêté l'anesthésie, la réanimation, pour me consacrer qu'à la médecine palliative et à la médecine de la douleur. Les quelques demandes que j'ai eues ont été des demandes soit très précoces au moment où il y avait le doute diagnostique, où le diagnostic venait tout juste d'être posé, et les quelques patients qui nous disaient ouvertement, docteur, moi je ne veux pas vivre tout ça, je ne veux pas des traitements. Il y a eu dans ma famille quelqu'un qui a eu le cancer, on lui a fait de la chimiothérapie, il n'a jamais été aussi malade qu'avec la chimiothérapie, comme si la chimiothérapie avait rendu plus malade le malade que la maladie elle-même. C'est pas toujours faux, mais c'est pas toujours vrai non plus. Les médecins oncologues sont pas des fous furieux, loin de là. Ce sont des gens extrêmement raisonnables et qui mesurent bien les choses. On sait que les traitements peuvent provoquer des effets. Bon, voilà. Donc là, on était plutôt dans, c'est pas, ça demande, on en a parlé longtemps, parce que moi, ce que je vous invite comme médecin à faire, c'est à ne pas renvoyer les gens dans leur corps en leur disant, mais avec moi, on ne discute pas de ça parce que je suis contre, ou à lui dire, bon, ben, écoutez, installez-vous, je m'en vais vous tuer puisque moi, je suis pour. Vous n'êtes pas... vous êtes des responsables, vous êtes des professionnels, et qu'est-ce qui vous dit, votre malade? C'est quoi sa plainte? C'est quoi sa demande? Quelle est son attente? C'est pas parce qu'il vous dit, moi, je veux mourir, qu'il vous demande, tuez-moi. Ce qu'il vous dit, c'est, en gros, je ne veux pas vivre nécessairement ça. Et derrière souvent ces demandes de mort, c'est la peur d'avoir à connaître des affres de souffrance telles qu'ils ont pu connaître chez d'autres proches ou des amis. Et donc, je ne voudrais pas être confronté à ça. J'ai peur de ça. Et la peur, c'est probablement un des signes majeurs de l'humanité. Rappelez-vous, l'inquiétante étrangeté de l'être au monde. Je vous bassine avec ça dès la première année, mais cette inquiétante étrangeté de l'être au monde, parce que je vais vers quelque chose d'inconnu, quelque chose qui m'effraie, quelque chose qui a l'air effrayant, qui me contraint et dont je ne pourrais rien maîtriser, c'est quelque chose qui nous angoisse. Et ça, chez les malades, c'est très prégnant. Et donc, ça peut être aussi, chez certains patients qui ont une maladie chronique éprouvante, ça peut être lié, docteur, je n'en peux plus de ces souffrances-là. Et derrière, je n'en peux plus de cette douleur-là. Mais la douleur, elle n'est pas que la douleur physique. C'est pour ça qu'on définit, maintenant on parle de médecine palliative, ou de soins palliatifs comme vous voulez, mais d'une médecine palliative, c'est souvent il y a la douleur physique, mais cette douleur physique, parfois il y a la peur d'avoir mal. Et puis parfois on dit j'ai mal à tel endroit, mais en fait on n'a pas mal à tel endroit. On a soit peur d'avoir mal à tel endroit, ou soit cette douleur n'est que la manifestation projetée d'un autre symptôme. Et derrière une douleur physique, il y a toutes les autres souffrances, tous les autres symptômes. Et souvent, ce n'est pas tellement la douleur physique, parce que les patients d'aujourd'hui savent qu'on a toute la batterie dentalgique possible et inimaginable qui nous permettent quasiment de tordre le cou à, allez, on va rester modeste, plus de 90 à 95% des douleurs que connaissent les malades dans une maladie évoluée ou même en toute fin de vie. Il n'en reste pas moins qu'il en reste 5% qui sont ce qu'on appelle des douleurs dites réfractaires. Et là, le malade, ce n'est pas ces malades-là qui nous demandent le plus à mourir.
C'est souvent des gens qui ont des douleurs qui sont relativement accessibles. Et il y a eu une étude extraordinaire qui a été faite par une anthropologue, c'était son étude de thèse, qui est une américaine, mais elle était de souche hollandaise, et elle a fait une étude sur ces demandes de mort, de droit à profiter d'une euthanasie en Hollande, et elle a essayé d'étudier, mais combien sont-elles allées au bout, combien ne sont-elles pas allées au bout, et pourquoi. Et elle a montré qu'il y avait 40% des demandes qui aboutissaient à un acte d'euthanasie. Ce qui veut dire 60% qui n'aboutissaient pas. Dans ces 60%, il y en avait 2 sur, on va dire, si c'était 10, on va dire 2 sur 6, qui n'avaient pas pu se faire parce que le malade avait dit, bon, bah, j'ai l'autorisation, mais je ne vais pas l'utiliser. Et ils avaient eu la délicatesse de décéder avant, de façon naturelle, soit de la maladie, soit plutôt de la maladie, mais il y en a eu un qui, je crois, était décédé, il a fait un infarctus entre deux, il n'est pas mort de sa maladie. Bon, on se dit, ok, les choses se sont arrangées autrement. Et les 4 autres sont des gens qui, quand on leur avait demandé en même temps, mais pourquoi vous demandez, qu'est-ce qui vous amène, la problématique majeure qu'elle a mise en évidence par son travail d'anthropologue, ce que nous ne savons pas faire, nous les médecins, c'était que les gens, en fait, ils se considéraient comme morts sociales. C'est-à-dire qu'ils étaient seuls, ils se sentaient abandonnés, ils ne se sentaient plus servir à rien et ils étaient contraints par leur maladie et leurs symptômes. Et en fait, du coup, les gens leur ont proposé un certain nombre d'éléments de réponse, une aide financière pour pouvoir financer une personne qui venait aider le patient à pouvoir vivre dans un environnement un petit peu agréable, quelqu'un qui lui tienne compagnie, qui lui prépare à manger, d'autres, on lui a permis de pouvoir réaliser un projet, de continuer à travailler même qu'à temps partiel. On avait donné des éléments de réponse sociale. Et ces gens-là ont dit, mais du coup, là, moi, j'ai plus envie de mourir tout de suite, je peux attendre, la vie m'est redevenue viable. Vous voyez ? Donc il y a la demande de mort, c'est plutôt, il faut d'abord l'analyser dans, mais qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce qu'il veut vraiment mourir ou est-ce qu'il ne veut plus, c'est-à-dire ne plus être, ne plus vivre du tout, ou est-ce qu'il ne veut plus vivre ce qu'il vit? Ou est-ce qu'il n'en peut plus de vivre ce qu'il endure? Et qu'est-ce que je peux régler? Et les 3/4 de ces demandes finissent par se résoudre par une prise en charge médicale ou humaine ou sociétale adaptée. Ça, c'est quelque chose qui est, c'est pas démontré par une étude scientifique parce qu'on ne peut pas faire une étude prospective randomisée pour démontrer ça. Mais c'est vraiment ce qui revient quand on a l'honnêteté, nous, de dire les choses. En revanche, je me dois, pour être honnête avec vous, de vous dire que moi j'ai quand même rencontré 3 ou 4 patients dont la décision était ferme. Ils voulaient mourir. Ils étaient convaincus, ils n'étaient pas déprimés, ils n'étaient pas angoissés, ils ne voulaient pas vivre ça. Ils le disaient en toute liberté. Et j'ai eu beau leur dire, il faudrait rencontrer le psychologue. Et puis après, j'aurais dit, oui, mais alors celui-là, il est bien parce qu'il est psychanalyste, puis c'est un lacanien, il va aller vous torcher dans les mots, vous allez voir. Et bien, même le lacanien ne l'a pas eu à l'usure. Et effectivement, ces patients-là, oui, on se défend comme on peut, hein, on est parfois un peu bricole, on n'est pas des incarnés, on a nos faiblesses aussi. Donc on se disait, oh, bah, quand même, moi je ne peux pas vous tuer, c'est pas simple. Donc on va essayer de vous aider. Et les gens nous disent, non, je veux mourir. Bon, alors dans ces cas-là, on botte en touche parce qu'on a un côté un peu jésuite, et donc jésuite au sens noble du terme. Hein. C'est-à-dire qu'on sait nuancer, on propose plusieurs pistes. Et là, dans ces cas-là, on leur dit, mais vous savez, si vous voulez mourir, regardez bien les médicaments que vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Donc si vous décidez vous avez tout. Il y en a 2 qui m'ont fait le coup quand même. Donc moi, ça m'a posé plein de questions en me disant, ouais, mais qu'est-ce que je suis allé leur dire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon, je porte ça comme interrogation humaine, clinicien. Je me pose des questions. Est-ce que j'ai été soignant là? J'espère que oui, mais ceci dit, il y en a un qui avait eu
l'ironie de me répondre, bah, bien sûr que je le sais, mais enfin j'avais besoin de savoir ce que vous en pensiez vous. Voilà, c'était en gros, est-ce que ça vous semble, et c'était pas pour m'embêter, c'était pas pour me mettre à mal, c'était tout simplement parce que, au-delà de mon rôle de médecin, ce qu'il voulait, c'était avoir mon sentiment d'être humain, je pense, d'autres personnes. Et donc là, on va avoir du mal. Alors, pour l'enfant, 8 ans, dit à ma mère qu'il n'y a plus d'espoir de me guérir. Dis-lui qu'il faut qu'on arrête les soins. Dis-lui que moi, je sais que je vais mourir et que je veux mourir. On discute, on s'assied un peu, on boit un petit verre d'eau, on prend une goutte ou deux pour se détendre, se désangoisser. On fait une plaisanterie ou deux, et puis on reprend la conversation. Et puis, au bout d'une heure d'entretien, un peu lourd, le gamin dit ouais, enfin, tout à l'heure, je t'ai dit que je voulais mourir, mais en fait, je ne veux plus vivre ça. Tu vois, j'aimerais bien vivre, mais je vois bien, tu n'arrives pas à me faire vivre avec plus de confort. Et puis, tu vois, avec tout ce qu'ils me mettent, ils me mettent cette machine. Il avait la dialyse péritonéale, et ça lui faisait peur, cette machine. Et il a dit, tu comprends, moi, j'ai 8 ans, ça fait 8 ans que je me bats, ça fait 8 ans que j'ai plein de traitements. J'en peux plus. J'ai plus de temps, moi. J'existe pas. Il n'y a plus que ma maladie. Alors, ça sert à quoi que je vive? 8 ans. Alors, si j'étais grossier, je dirais, ça m'a perforé une partie de mon anatomie qui est déjà trouée. Mais, comme vous êtes des jeunes filles, je ne vous le dis pas. Parce que vous l'avez compris d'emblée. Mais oui, il m'a scotché, parce que je me suis dit, en fait, il me rappelle à l'ordre sur les limites de notre médecine. Et il nous a rappelé tout simplement, mais vous êtes gentil, vous vous occupez de ma maladie, mais moi, vous ne vous occupez pas de moi. Donc ça sert à quoi que je vive? Elle est où ma place? Et en fin de compte, il ne demandait pas à mourir. Il avait de la raison. Il avait de la raison. Ces personnes très âgées qui disent, mais moi, docteur, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. Parfois, ils ont même perdu leurs petits-enfants. Je n'attends que la mort, donc ça ne sert à rien. Aidez-moi à mourir, parce que ce temps est trop long, ce temps est souffrance. La demande de mort, elle peut contenir 1000 et 1000 choses. Et en tout cas, il ne faut pas la recevoir seule. Enfin, on peut la recevoir seule, mais il faut la retravailler avec d'autres. Parce que là, comme tout à l'heure, on est encore très vite enfermé dans nos représentations. Si moi, j'avais écouté le petit qui me dit « Tu comprends, je souffre trop », soit je partais dans une folie furieuse en disant « Mais enfin, que me demandes-tu, galopin, insolent que tu es souffre, bordel, moi je n'ai pas le droit de te tuer, et puis ça me dérange de te tuer. Donc cesse donc de m'importuner. » Non, je ne peux pas lui dire ça, je ne serai plus médecin. Je suis à son service, je suis à son écoute, je suis préoccupé par lui, j'ai le souci de lui. Et il m'oblige, intellectuellement, enfin professionnellement, mais aussi éthiquement. C'est la pensée de Lévinas, hein. Des fois je vous bassine avec tonton Lévinas, mais il nous dit ça, il nous oblige par sa présence. Mais voilà, je me dis après, mais quand même, il me dit qu'on soigne que sa maladie et pas lui. Et du coup, on interroge les différents traitements qu'on lui donne et cette logique médicale, on est enfermé. Et du coup, je lui dis, écoute, moi, je ne peux pas te répondre parce que ce n'est pas moi qui traite ta maladie de fond, mais je te promets, je vais en parler d'abord à ta mère et puis je vais en parler aussi à mes copains qui s'occupent de ta maladie de fond parce qu'eux, ils te veulent du bien. Donc on a discuté sur le sens des soins et lui m'a expliqué ce qui avait sens pour lui et ce qui n'avait pas sens pour lui. Vous voyez? Donc on a réinterrogé notre pratique. Et les copains de l'autre service, c'est un service éminemment scientifique, ils ont accepté de s'interroger là-dessus. Parce qu'on a été juste interprète et on n'a pas donné suite à sa demande de mort, mais on a limité un certain nombre de traitements qui lui faisaient peur et pour lesquels on pensait... ça nous a permis, nous, de nous rendre compte qu'on pensait que certains traitements qu'on avait maintenus pouvaient nous donner des résultats positifs. Or, on était sous la prégnance de nos ressentis et personne n'avait envie que ce gamin meure. On n'arrivait pas à se résoudre au fait qu'il pouvait mourir. Et en fait, ce qu'il nous demandait, le gamin, ce n'était pas de le faire mourir, c'était de le laisser mourir si cela était sa réalité.
Et c'est parfois ça que nous demandent les malades. C'est peut-être cesser de m'obliger à vivre ce que je ne peux pas vivre, ce que je n'arrive pas à vivre. Ils ne nous disent pas nécessairement « tue-moi ». C'est « ne m'oblige pas à vivre des choses que je pourrais ne pas vivre si tu ne m'en rajoutais pas ». Donc c'est en clair, et c'est en ça où la loi Leonetti, moi je trouve que les juristes, vous avez été forts, parce que vous nous avez donné des outils qui nous permettent justement de réfléchir ces choses-là. C'est de nous dire, ce traitement-là, est-ce que c'est le juste traitement pour ce patient-là? Est-ce que ça lui apporte quelque chose ou pas? C'est ça être un bon médecin, c'est pas être un bonhomme. Le bon, c'est quoi? Moi, je vous renvoie à un discours qui est repris dans le Phédon de Platon et qui est aussi très présent dans d'autres philosophes et notamment Épictète. Ce n'est pas le médecin qui peut dire que ses soins ont été un bien pour le malade. C'est le malade qui peut dire que les soins que le médecin lui a donnés ont été pour lui un bien. De même, ce n'est pas le maçon qui peut dire que la maison qu'il a construite est un bien. C'est celui qui habite la maison qui dit que cette maison lui apporte du bien et un bien vivre. Vous voyez? C'est des choses toutes bêtes. Vous retrouvez la même expression chez un petit fantaisiste qui s'appelait Emmanuel Kant, que vous avez dû apprécier pendant votre terminale, et qui vous disait « Ce que tu fais à l'autre est bon, parce que si on te le faisait, tu considérerais que c'est un bien pour toi. » Vous voyez, c'est l'humilité de ne pas être dans la certitude, dans la toute-maîtrise. Et n'oubliez pas la phrase de Socrate, c'est « Connais-toi toi-même ». Autrement dit, n'oublie pas que tu es mortel, et je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Non pas que je sois ignorant, mais simplement, ce que je sais n'est rien à côté de ce qu'il me faut encore apprendre. Et après, vous allez feuilleter Heidegger dans son Qu'appelle-t-on penser, où il vous dit « Je ne peux enseigner que ce que m'apprennent les gens à qui je suis censé d'enseigner ». Il y a Jean Gabin qui l'a dit aussi, qui l'a chanté. Je ne sais rien, mais ça, je le sais. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Je voulais réagir en complément de ce que vous venez de dire. Pour nous, donc juridiquement, on va regarder effectivement la demande qui serait exprimée par quelqu'un. On va déjà vérifier une première chose, c'est que ça émane bien de lui. Quand une demande est exprimée, la crainte que nous, juristes, on aura, ça sera que ce soit les proches qui disent « c'est insupportable ». Donc, il faut que ça cesse. Est-ce que ce sont les proches qui disent « Ah, là, c'est épouvantable ce qu'il vit, je ne supporte pas ». Alors, c'est de l'amour, certes, mais ce n'est pas la demande du patient, première chose. Ensuite, on sait aussi que le patient, il va évoluer et on voit toutes les personnes qu'on a pu approcher qui ont un cancer deviennent très très bonnes, je trouve, en compétences médicales. Alors je parle en tant qu'incompétente notoire. Mais les personnes qui vont être suivies pour un cancer pendant plusieurs années vous parlent des chimios, mais avec des termes techniques, des dosages et autres. C'est impressionnant. En réalité, il y a une forme d'apprivoisement de la situation ou de la pathologie. Et je pense qu'au début, ça fait extrêmement peur. Et on a aussi souvent une évolution dans la réaction de la personne. Et ça, la loi Leonetti a prévu au travers de ce qu'on appelle les directives anticipées, un délai. Alors les directives anticipées, c'est prévoir que tout un chacun peut rédiger un bout de papier, un peu formaliste quand même, avec un minimum d'éléments pour dire si jamais il m'arrivait on veut que la personne soit un peu précise, pas trop évasive. Je ne souhaite pas que l'on s'acharne. On ne parle plus d'acharnement thérapeutique depuis la loi Leonetti. On va parler d'obstination déraisonnable. On va faire simple, on va dire que c'est à peu près identique. Mais le mot acharnement est tellement fort. Et la personne peut dire, voilà, je souhaite, si jamais je deviens inconsciente, si la maladie évolue, je veux que l'on arrête les traitements. Et on parle toujours de traitement, pas de soins. On fait toujours cette différence, et je reprends la formule soins palliatifs, soins curatifs pour simplifier la présentation. Je demande qu'on arrête les traitements, sous-entendu qu'on me laisse mourir. On ne se contentera pas d'un sous-entendu comme vous l'avez donné en exemple, on veut être certain que la personne veut vraiment exprimer ceci. Et ces directives anticipées,
il s'agit de les développer. C'est un des reproches qu'on adresse indirectement à la loi Leonetti. On dit que c'est une super bonne loi, mais le problème de cette loi, c'est qu'elle est mal connue. Et les directives anticipées, il faut qu'elles soient plus et mieux connues des patients. Alors, ce n'est pas la faute de la loi Leonetti, c'est la divulgation que l'on en fait. Ces directives doivent être datées de moins de 3 ans. Si une personne a été soignée et a rédigé des directives anticipées de plus de 3 ans, on ne doit pas les prendre en compte parce que l'on considère qu'elles sont très probablement périmées. La personne a très probablement évolué. Alors peut-être qu'elle a maintenu la même pensée, qu'elle est toujours dans la même idée, mais on considère qu'il est très vraisemblable qu'elle a évolué, qu'elle a changé et que dorénavant, elle ne pense plus de la même façon. Et donc, on veut vraiment que la personne exprime quelque chose de concret. Donc, oui. Sur les directives anticipées, là je vais... je suis ravi qu'on arrive à cette question-là parce que nous, on conseille régulièrement à des patients qui ont des pathologies chroniques dont on sait qu'ils pourraient être confrontés à des traitements un peu lourds à un moment de l'évolution de leur pathologie. Et on leur conseille de rédiger des directives anticipées. Et on s'est pris plusieurs fois, moi notamment, j'ai même eu ça avec un adolescent, je dis mais peut-être que tu pourrais réfléchir avec, enfin toi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis éventuellement, si tu souhaites, tu peux te faire aider par tes parents, parce qu'on avait évoqué l'évolution de la maladie. Et en fait, une des choses que nous disent les patients, et puis moi-même, mon fils un jour m'a dit, est-ce que tu as fait tes directives anticipées? Je dis, bah écoute mon crapaud, je vais les faire. Donc j'ai essayé de les rédiger et j'étais très embêté. Parce que j'ai écrit un truc, mais qui est très général. Et en fait, je me dis, mais les situations sont si singulières. Alors, en tout cas, ça donne un cap. On sent bien quand même que ce qu'on souhaite, c'est... par exemple, ne pas être maintenu artificiellement en vie s'il n'y a aucune espérance raisonnable de récupérer une autonomie singulière. Mais après, alors mon fils m'a dit, mais si bah, tu peux, on peut te réanimer, mais que on te dit, mais vous serez en fauteuil roulant. Oh, je dis, mais tu me dis un truc comme ça, mais c'est monstrueux, enfin, espèce d'insolent. Aujourd'hui, c'est impensable, mais bah, il nous arrive un jour d'être malade, et puis on se dit, eh ben dis donc, heureusement que j'ai pas écrit ça, hein, parce qu'il m'aurait laissé tomber. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement difficile de se projeter dans des choses, et en fait, ces directives anticipées, elles nous donnent des grandes indications, c'est-à-dire je ne veux pas être maintenu de façon artificielle si je ne suis plus communicant. Et puis c'est très dur de s'imaginer dans telle ou telle situation. Et en gros, ce que nous écrivent les gens, hein, quand on lit les quelques directives anticipées que nous rédigent les personnes adultes, les enfants n'en rédigent pas, mais on entend ce que nous disent par exemple les parents pour leur enfant et disent bah, je ne veux pas qu'il souffre inutilement. Je ne veux pas que ce soit une personne qui n'ait plus aucune possibilité relationnelle. Ce serait le prolonger pour rien. Mais je vois aussi des mamans qui sont mamans ou des pères qui sont pères d'enfants non communicants, qui sont très lourdement handicapés, où eux me disent que l'enfant communique et moi régulièrement je me dis je dois commencer à vieillir parce que je n'ai pas repéré la moindre once de communication, mais en même temps... étant dans un souci du respect de la personne, je suis un médecin, donc voilà, moi je constate, je fais ce que je peux. Je me dis, bah, peut-être qu'ils ont raison, je n'ai pas la subtilité qu'a cette maman avec son enfant, et je vois toute la projection humaine et l'humanisation que tente de réaliser cette maman. Je me dis, oui, mais alors les gens qui me disent, moi je veux pas être un légume, cet enfant-là, il est considéré, ou cet adolescent-là, il est considéré par les 3/4 de la population comme un légume. Et du coup, ça me renvoie à la question, mais je soigne qui? Je soigne des humains. Donc, mais qu'est-ce que c'est qu'un humain? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et c'est vraiment des questions qui sont prégnantes dans notre exercice quotidien. Et la loi, elle nous aide un peu parce qu'elle nous permet probablement de ne pas aller trop loin, mais en même temps, je ne suis pas sûr que la loi pourra aider les uns et les autres à rédiger vraiment
des directives anticipées précises. Je pense que moi je suis très heureux de cette loi et je trouve qu'elle nous a énormément aidés. Et en tout cas, elle nous déculpabilise et surtout, elle nous permet d'être beaucoup plus dans l'inquiétude pour nos patients et d'être, je crois, plus près du juste soin. Elle nous aide à ne pas nous embarquer dans des décisions peut-être un peu empressées qui sont uniquement liées à nos projections, à nos peurs. Parce qu'on est profondément, enfin j'espère, on est profondément humain. Et des fois, la souffrance de l'autre nous scotche, nous transperce. Et on a aussi une part de sensible, même si on est des grands rationalistes, même si on fait de l'humour noir. Hein. Voilà, mais c'est aussi ce qui... Mais on voit bien que par moments, et je vois bien l'hésitation de mes collègues, hier soir, on a pris une décision de limitation d'arrêt de traitement, mais il a fallu qu'on ait 3 ou 4 réunions avant, et puis qu'on discute, parce que je ne suis toujours pas persuadé, je pense qu'on a pris le moins mauvais chemin. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait pris le bon chemin. Je n'ai pas d'éléments de certitude. Alors il faut vivre avec ça, puis il faut quand même traiter, il faut quand même agir. Mais voilà, on pense qu'on va éviter à cette petite de vivre des choses martyrisantes, de ne vivre qu'une agonie. Mais en même temps, reste en nous cette interrogation mais que puis-je en dire vraiment? Là, c'est dans mes représentations. Oui, j'ai de l'expérience. Oui, je suis très attentif. Oui, j'ai des données scientifiques. Mais et si elle est et je suis tout sauf un pro-life. Hein, vraiment, je suis vraiment pas un pro-life. Mais je suis toujours dans l'interrogation. Alors, je suis dans l'inquiétante étrangeté, ça c'est vrai. Je suis un homme d'incertitude. Mais je me dis, comme clinicien, la décision qu'on va prendre, si on la débranche, elle meurt. Mais en même temps, est-ce que la laisser mourir, l'autoriser à mourir, lui donner la possibilité de mourir, c'est pas lui offrir sa seule possibilité de vie qu'elle a? Vous voyez, il y a des problématiques, et la loi, elle ne peut que nous donner un cadre, elle nous borde, mais elle ne peut pas nous rassurer là-dessus. La loi, elle va me donner un cadre général, mais l'histoire de Chantal Sébille, des 4 patients qu'on a eus, bon, en dehors du fait que c'était quand même bien orchestré, voilà, on a de l'humour, on est un peu sot, mais on n'est pas complètement stupide quand même. On a un petit brin de cerveau qui fonctionne encore. Vous, comme vous, hein, voilà, même les juristes comme les médecins, on a un bout de cerveau quand même. On n'est pas que des mécaniciens qui appliquons notre savoir. Donc voilà. On se rend compte que la loi, elle ne peut pas rentrer dans ces détails-là. Il y aura toujours des situations sensationnelles. C'est peut-être la réflexion qu'on a à avoir sur qu'est-ce que c'est que le souffrir, qu'est-ce que c'est que la vie bonne, qu'est-ce que c'est que vivre, qu'est-ce que c'est qu'un individu dans notre société. Pour conclure très rapidement avant les questions est-ce que vous, en tant que praticien, vous avez besoin que la loi change? Est-ce que vous avez envie que la loi change? Et si oui, où? Et pour conclure aussi, madame, comment est-ce que cette loi pourrait évoluer pour s'améliorer, sachant qu'on va légiférer en décembre là-dessus, je crois? Alors moi, je dirais que comme clinicien, cette loi me va très bien, parce qu'elle m'oblige encore à penser, et elle m'oblige à rester profondément médecin, clinicien, à aller mobiliser au maximum mes connaissances technoscientifiques, et à en garantir la mise à disponibilité pour le patient. Et deuxièmement, elle me permet de garder encore des interrogations éthiques et humaines. Et surtout, elle m'a permis de ne plus être seul dans ces décisions. Et donc, en cela, je sens qu'elle me protège de toute dérive, et elle me protège de comportements qui seraient des comportements néfastes et délétères pour le patient. En même temps, je pense qu'elle protège le patient. Et c'est pour ça qu'on vous bassine tout au long de votre formation avec cette loi Leonetti. Je pense que si vous ne la connaissez pas dans cette université, c'est que vous n'êtes jamais venu. Alors il faudrait venir quand même au moins une fois. On vous en parle quasiment à tous les cours. Et pour moi, elle me va très bien, et je n'attends pas que la loi me donne une solution toute faite pour tout. Et elle me laisse libre, et elle me permet d'être responsable. En cela, je dirais, elle me permet d'être un médecin citoyen. Vraiment, moi, elle me va bien. Alors, il y a un point que vous avez évoqué, je vais lui donner une terminologie juridique, c'est la collégialité. Et la collégialité, effectivement, c'est face à une décision à prendre, le plus souvent un patient
inconscient, que ce ne soit pas un médecin. Là, je vais évoquer une question d'actualité. Vous avez entendu parler de l'affaire du docteur Bonnemaison. Alors, je ne vais pas préjuger. Il y a appel actuellement. Il semble, je mets le conditionnel du juriste de prudence, il semble qu'il ait pris les décisions tout seul et sans nécessairement solliciter l'avis du patient. Si tel est le cas, il a violé les règles, non seulement déontologiques, mais la loi Leonetti, qui oblige, face à un patient inconscient, à une décision collégiale, que le médecin ne soit pas tout seul, non pas pour diluer les responsabilités, mais pour éviter que quelqu'un qui dira « Ah non, ça ne va pas, j'ai décidé que… » Comment une personne peut-elle décider de la mort? Ensuite, sur la loi Leonetti, elle a beaucoup de points qui semblent très positifs. Il y a eu de très très bons retours parce que vous avez entendu parler peut-être du rapport Sicard. C'était le futur président Hollande, lorsqu'il était candidat, qui avait annoncé qu'il allait mettre en place une légalisation de l'euthanasie. Il a demandé à quelqu'un qu'il connaissait, le professeur Sicard, de monter une commission pour étudier la question de l'euthanasie et réfléchir à une légalisation de l'euthanasie. La commission Sicard a travaillé, était parti donc pour légaliser l'euthanasie, et puis au bout de plusieurs mois, ils sont revenus, ils ont rendu leur copie en disant la loi Leonetti, elle est super, l'euthanasie, on n'est pas pour, le suicide assisté, pourquoi pas, et la sédation terminale, on va en reparler, pourquoi pas. Donc déjà, une sorte d'échec politique, l'euthanasie, spontanément, l'homme de la rue ne sait pas ce que c'est, mais il est pour. Je ne veux pas souffrir. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne veux pas souffrir. C'est la réaction. Et donc là, la commission, qui était composée de médecins, de juristes et d'un certain nombre de personnes, a abouti à cette solution. Juste après, donc ça c'était en décembre 2012, en février 2013, alors ça vous pouvez le trouver sur Internet, c'est extrêmement intéressant, c'est le CNOM, le Conseil national de l'ordre des médecins, qui a fait un rapport extrêmement intéressant, donc pour dire vive la loi Leonetti, elle est super, le même discours que vous, et cette loi Leonetti, il ne faut pas la changer, mais il faut qu'elle soit connue. Et éventuellement, on peut réfléchir à la sédation terminale, mais suicide assisté, euthanasie, nous sommes violemment contre. Pour faire court, et ils ont fait un communiqué très, très bref. Mais surtout, ils ont assorti leur communiqué de tout un PDF avec des questions qui ont été posées à un grand panel de médecins, plusieurs centaines, je crois qu'on touche aux milliers de médecins, à qui l'ordre des médecins a posé des tas de questions très précises. Et alors, vous avez une trentaine ou une cinquantaine de diapos qui vous résument les questions posées et les réponses. Mais les questions, elles ne sont pas brutes. C'est pas « êtes-vous pour ou contre l'euthanasie ?» Ou si ça commence par « êtes-vous pour l'euthanasie ?» On va voir des pourcentages qui vont ressortir. Quel type d'euthanasie? Est-ce que vous voulez participer à la prise de décision? Est-ce que vous voulez passer à l'acte? Est-ce que vous voulez une clause de conscience? Donc à chaque fois, donc, ils ont envisagé ensuite patient conscient, patient inconscient, suicide assisté. Et donc, c'est tout à fait compréhensible. Même moi, j'ai compris les questions. Et c'est extrêmement clair et c'est extrêmement intéressant parce que parfois, on a des statistiques qui sont un peu surprenantes. On a parfois du 40% de médecins qui sont favorables à l'euthanasie, voire plus. Question d'après, donc ceux qui sont favorables, est-ce que vous participeriez à la prise de décision? Alors là, c'est plus mou. Est-ce que vous administreriez les produits? Ouh là là, non. Alors là, on tombe à 10-15%. Alors qu'ils avaient dit qu'ils étaient pour l'euthanasie. Mais quand on les confronte, et ce n'est pas un reproche que j'adresse, mais il y a la théorie et il y a la pratique. Et le médecin, c'est lui qui va passer à l'acte, l'infirmière aussi, il y a celui qui va être face au patient et administrer le produit. Et donc là, je vous invite à regarder ces diapos, c'est très facile à consulter, et les chiffres sont très éclairants. Et là, il termine à chaque fois, et êtes-vous favorable à une clause de conscience? Oui, 95%. À chaque fois, même quand ils étaient pour l'euthanasie, pour le suicide assisté, la sédation terminale ou autre, clause de conscience, oui, je veux. Et alors là, les chiffres sont indiscutables, c'est du 95%. Alors pour revenir sur la loi Leonetti, elle est en cours de réflexion. Actuellement, diverses personnes sont auditionnées. Il y a
deux grandes personnes qui encadrent ce projet de réforme, Monsieur Leonetti lui-même et quelqu'un dont le nom m'échappe, qui là est plus en représentant du gouvernement dans une démarche plus pro-euthanasie, sans s'en cacher du tout, et interroge les juristes, les médecins. La loi Leonetti, a priori, devrait être, dans ses grandes lignes, maintenue. Objectif, la développer, mieux la faire connaître, développer les directives anticipées. Tout ça, je mets du conditionnel, hein, c'est à l'étude actuellement. Et réfléchir à organiser dans la loi ce qu'on appelle la sédation terminale. La sédation terminale, vous connaissez probablement, c'est l'hypnovel, le midazolam et autres, et c'est endormir une personne qui est en fin de vie pour qu'elle meure en dormant. Pour faire simple, vous serez peut-être plus précis que moi dans la présentation. C'est plus louche que ça. Oui, la sédation terminale, c'est en fait une traduction à la noix du terme anglo-saxon terminal sedation. Et terminal sedation, vous avez noté mon accent britannique, c'est en fait une sédation profonde, donc un coma pharmacologiquement induit, maintenu jusqu'au décès, voire pouvant accélérer celui-ci. Et dans l'esprit, moi je connais bien Didier Sicard, on a travaillé longtemps ensemble, et on se connaît bien, et lui, il a fait exprès d'utiliser le terme sédation terminale, parce que c'est pas un saut, parce qu'il voulait faire réfléchir les gens en disant, il y a la sédation terminale qui est maintenue jusqu'au décès, c'est-à-dire on laisse endormir le patient pour qu'il puisse s'éteindre progressivement, on est vraiment en toute fin de vie, ça dure quelques jours, ça dure rarement plus d'une semaine. Et puis, il y a celle qui va accélérer le décès. On sait qu'on a des indications de la sédation en phase terminale pour détresse, qui sont par exemple les hémorragies intrapulmonaires ou les syndromes asphyxiques, où là, on sait qu'on va abréger l'agonie, parce qu'on ne va pas laisser un patient se regarder se noyer dans son sang et tout ça. Donc c'est assez nuancé. Nous, contrairement aux anglo-saxons, et on résistera là-dessus, alors c'est mon sujet de prédilection, j'ai été nommé là-dessus, donc c'est vraiment un sujet que je connais bien. La sédation, il ne faut pas la qualifier, il faut la contextualiser. Et le fait de la contextualiser, ça nous oblige à être clair sur à la fois nos intentions, à la fois sur ce que l'on fait, et ça permet de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Et là, je pense qu'on est typiquement médical. On est soignant et on est transparent vis-à-vis des juristes et de la société. Alors, sauf si vous avez quelque chose de très rapide à rajouter, on va passer aux questions des gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Ouais, vas-y. Alors, comme médecin, moi, alors, vous allez me dire si j'utilise bien la loi Leonetti, je me dis, mais la loi Leonetti, elle me permet de résoudre ce problème-là. C'est le fait de l'alimenter et de l'hydrater, le maintient artificiellement en vie. De façon spontanée, il ne peut pas s'alimenter et s'hydrater. Donc, l'hydratation et la nutrition est un traitement. Donc ce traitement, si le patient me fait comprendre ou a manifesté le fait qu'il ne souhaite pas continuer à vivre dans cet état-là, je ne vois pas ce qui m'empêche de dire « D'accord monsieur, je vous entends, je respecte votre décision, je ne vous administre plus ce traitement. En revanche, ce que je peux vous proposer, l'arrêt de la nutrition n'est pas complètement douloureux, il est douloureux quelques heures, mais après on a la sensation de faim, mais après
ça s'estompe. Bon, on a des mécanismes physiopathologiques qui font que c'est même plutôt pas désagréable comme sensation. Après, on a le coma urémique. Mais ce que je pourrais proposer, c'est je vous arrête ce traitement-là et si vous avez le moindre inconfort, je vous administre une sédation pour vous éviter de connaître les affres et la souffrance de cette fin de vie. Là, j'entends bien. Et donc, je me convainc que mon devoir de médecin, la logique médicale, le bon diagnostic, c'est de se dire ce traitement est déraisonnable pour ce monsieur, donc je ne lui administre pas, je prends soin de lui et j'accepte d'arrêter les choses, de le laisser mourir. Je me résous à ce qu'il meure. Le médecin, il n'est pas là pour obliger les gens à vivre. Autant il faut qu'on essaye d'empêcher de mourir ceux qui ne souhaitent pas mourir, essayer de guérir tout ce qu'on peut, soulager tout le temps, mais on n'est pas là pour obliger à vivre des choses invivables. Tout comme on n'est pas obligé d'empêcher toute vie qui ne serait pas conforme à l'idée qu'on en aurait de s'exprimer. Et moi je dirais, la loi Leonetti, me semble-t-il, comme docteur, alors là, moi j'avance à l'aise dans mes baskets. Le drame, c'est que on a arrêté de nourrir ce malade-là, le patient de Reims, on a arrêté de l'alimenter, mais on a continué à l'hydrater, ce qui fait qu'il n'en a pas, ça n'en finissait pas qu'il meure. En fait, on avait peur d'être euthanasiant, parce qu'on n'avait pas réfléchi bien aux choses, et peut-être qu'il faut réviser ces notions de médecine. Donc vous viendrez écouter mes cours quand ce sera le moment, et on vous expliquera comment bien faire. Mais sinon, vous les lirez. Mais vous voyez, si on applique bien le raisonnement médical, le juste soin, vous êtes à l'aise. Et du coup, ça rentre parfaitement dans le cadre de la loi. Et vous n'êtes pas euthanasiant. Je ne crois pas être euthanasiant. Alors, vous avez une bonne note ? Parce qu'effectivement, c'est la loi Leonetti et même le Conseil d'État qui vont dans le même sens que vous. Alors, il y a Vincent Imbert 2004 et Vincent Lambert actuellement. Et Vincent Lambert, c'est celui dont on entend parler, dont la mère, les parents veulent qu'il soit maintenu en vie et sa femme et une partie des frères et sœurs veulent qu'on arrête les traitements. Donc il y avait un désaccord. Il est tétraplégique, il était dans un état relationnel et maintenant il n'y a plus du tout de relation. Il y a un état vraiment fortement dégradé. Comme il y a eu des discussions, les médecins avaient commencé effectivement à arrêter les traitements. Et les traitements, quels étaient-ils? Ce n'était pas une maladie, une pathologie avec des médicaments. Les traitements, c'était nourrir et hydrater. Et ils avaient commencé à arrêter. La famille, les parents ont réagi, et quelques frères et sœurs. Donc on a réhydraté et réalimenté, plus surtout réalimenté cette personne. Le Conseil d'État, bon, je vous passe la procédure, le Conseil d'État a... Avant l'été, c'était en juillet, a étudié la question en disant mais quand la loi Leonetti parle de traitement, est-ce que l'hydratation et l'alimentation sont des traitements? Et en pratique, si on arrête les traitements, est-ce qu'on peut arrêter de nourrir une personne et donc on sait qu'elle va mourir? Si on arrête de l'hydrater, ça sera un peu plus rapide. Et le Conseil d'État a dit oui, ce sont des traitements et donc il faut maintenant voir si on va ou pas arrêter ces traitements. Et la difficulté dans le cas de Vincent Lambert, c'est qu'il n'y a pas de directives anticipées, il n'est plus du tout en état de communiquer. L'épouse dit: il m'a dit qu'il ne voulait pas, dans un état identique, être maintenu artificiellement en vie. Ce maintien artificiel, c'est l'article 1110-5, L1110-5 du Code de la santé publique, que vous allez immanquablement aller chercher ce soir pour bien vous endormir, mais donc qui reprend exactement ces termes. Et les médecins, pour une fois, les médecins et les juristes disent la même chose. C'est-à-dire que pour la majorité d'entre nous, enfin pour tous, pour ceux qui sont dans la médecine rationnelle, pour nous, dès lors qu'on donne l'alimentation ou l'hydratation par une voie artificielle, c'est un traitement. Et on a une grosse difficulté en néonate pour ça, pour ceux qui touchent à la néonate, c'est que on touche à la symbolique. Il y a beaucoup, par exemple, les grands prématurés, ils sont incapables de téter et le traitement est
de façon spontanée. Donc il faut faire un truc qui est d'une élégance dans le terme, on les gave. Ça veut dire qu'on les nourrit artificiellement. Certains disent, mais à ce moment-là, ça n'est pas un traitement, mais c'est un soin. Mais la majorité d'entre nous, et notamment les néonates, disent bien, mais c'est quand même un traitement. Mais on est plus dans l'ambiguïté dans cette situation. Mais bon, voilà, c'est un équerre. Okay. On va essayer de faire des réponses un peu concises parce qu'on se fait virer à moins 10, moins le quart. Je dirais Yves Calvi. Maintenant, je te taquine. C'est pas grave, j'irai pleurer ce soir. Ouais, tu avais une question Oui, moi j'ai une question. Quand vous parlez de la sédation terminale, parce qu'en fait vous avez parlé de la question d'endormir la personne pour qu'elle ne sente pas qu'elle meurt et d'accélérer la survenue de la mort. Et vous avez dit que c'était vous avez dit qu'on pouvait utiliser le même mot pour ces deux choses, mais c'est quand même deux réalités qui sont différentes. Oui. Et est-ce que du coup dans la loi, je veux dire, si ça retrouve la même chose, on peut dire la sédation terminale, d'accord, et du coup tout le monde va se mettre à accélérer les décès des patients pour une question d'efficacité dans les services. Moi ça me gêne. Je comprends ce que vous dites. En fait, je me suis mal exprimé. Enfin, il faut que je nuance ce que j'ai dit. On utilise les mêmes médicaments, mais pas la même posologie. Vous voyez ? Ça, c'est les juristes. Moi, ce que je souhaite, c'est, si on parle d'une sédation, c'est pas... moi, j'avais dit, plutôt que de parler de sédation terminale, on parlait d'une sédation maintenue jusqu'au décès. Donc, c'est la sédation en phase terminale. Et puis, il y a la sédation qui est transgressive. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut qu'on ose parler de la notion de transgression. Et ce n'est pas à faire injure aux juristes. Ils sont capables de discuter avec nous là-dessus. On peut dire pourquoi on n'a pas respecté la loi dans ce cas particulier. Alors, on a intérêt à avoir des arguments et à pouvoir justifier en disant, bah oui, j'ai pris ce risque-là. J'ai accepté d'accélérer le décès du patient dans cette situation-là parce que la souffrance était vraiment beaucoup trop importante et le malade hurlait à la mort. Et dans ces cas-là, j'ai mis une dose un petit peu plus forte et je savais que j'accélérais le processus du mourir de la personne. Mais on est bien là dans un cas où c'est la personne à la place de mourir à 17 heures, elle va mourir à 12 heures ou c'est pas, elle va mourir 10 jours avant ou un mois avant ou un an à l'avance, voyez. Mais je dois avoir, on évoque ça souvent dans nos discussions, ceux qui sont à Necker et qui participent à nos discussions doivent avoir entendu ça. J'évoque souvent la notion en disant, est-ce que nous allons vers une sédation transgressive ou est-ce que nous sommes dans une sédation qui risque de durer ? Et là, les posologies ne sont pas les mêmes. Moi, je pense, c'est toujours mon leitmotiv qui est simple, celui que je vous invite à respecter tout au long de votre carrière, c'est dites ce que vous faites, faites ce que vous dites, et toujours sur une argumentation la plus objective possible. Et acceptez, c'est ça l'éthique, acceptez le risque de vous tromper. On ne vous reprochera pas de vous être trompé, on vous reprochera... Enfin, si vous vous êtes trompé, on vous dira, vous vous êtes trompé, mais si vous êtes capable de démontrer que vous avez pris toutes les précautions pour vous tromper le moins possible, on saura se montrer clément vis-à-vis de vous. Mais oui, on est dans la transgression si on accélère le mourir du patient. Oui, clairement, on est à la frontière de l'euthanasie. On ne l'est peut-être pas tout à fait, mais on est à la frontière. Assumons-le. Le juge, il est capable de comprendre ça. Le juriste, il n'est pas fou. Il est humain, il a du sensible aussi. Il a du sensé. Enfin, moi, je crois, hein, j'ai une bonne opinion de vous. De manière Merci. très concise. Mais la loi ne posera pas de posologie. Hein. Par exemple, je peux être catégorique, on n'ira pas telle posologie, ne serait-ce que parce que selon qu'on est en train de soigner Mimi Mati ou Sébastien Chabal, je pense que les posologies ne seront pas les mêmes. Donc, on est obligé de faire attention. Ou un nourrisson. Oui, bon, je vais prendre un nourrisson. Mais on aura des cadres, la loi est là pour poser un cadre, et je crois que c'est heureux pour vous, les médecins, que nous ne vous donnions qu'un cadre et que vous ayez une latitude pour vous exprimer, sinon vous seriez obligés de suivre nos impératifs. Je fais quoi ? Merci. Oui, là. L'avis des parents n'est pas plus important.
Il n'y a pas de point qu'on donne, la mère vaudrait 10, le frère vaudrait 5. Il n'y a absolument pas de gradation. En revanche, on va s'adresser aux proches. Alors les proches, ça peut être la personne est mariée ou pas mariée, a des enfants ou non, a des parents ou non vivants, elle est plus ou moins proche de ses parents. Là, on était dans une situation ennuyeuse. Au début, les médecins étaient partis, ça faisait longtemps qu'ils s'occupaient de Vincent Lambert, ils étaient partis vers cet arrêt du traitement, et tout à coup, les parents se sont manifestés. Donc là, oups, ils ont tout de suite levé le pied, et la procédure juridique est intervenue. Mais le Conseil d'État n'a pas dit les parents, ça vaut plus que. Le Conseil d'État a analysé objectivement avec les données dont il disposait. En revanche, les parents utilisent le droit jusqu'au bout puisqu'ils ont saisi le même jour que le Conseil d'État rendait sa décision, je crois qu'il l'a rendu vers 14 ou 15 heures, à 18 heures, la Cour européenne était saisie pour bloquer la décision et la Cour européenne est censée donner sa réponse rapidement. Mais il n'y a pas de gradation dans la valeur des sentiments parce qu'on n'a pas de directive anticipée et qu'on n'a pas de personne de confiance. Est-ce que dans la loi, c'est bien au médecin qu'appartient la décision d'arrêter ou pas le traitement? C'est le médecin qui norme. Alors, de deux choses, ou bien la personne est consciente ou pas consciente. Si la personne est inconsciente, décision collégiale qui prend toute l'équipe, plus les proches, plus éventuellement tenir compte, pas suivre obligatoirement. C'est une décision collégiale, donc c'est tout le monde qui prend la décision. Voilà, ça c'est quand la personne est Et inconsciente. ça n'est pas, on prend l'avis et c'est le médecin qui, dans sa responsabilité, in fine, prescrit et donc dit, mettant inspiré par ce que m'ont dit mes collègues, en général on suit la décision collégiale qui est le plus souvent assez unanime, mais on se dit, nous on se dit entre nous, mais bon, c'est celui qui décide qui porte la responsabilité de l'acte. Mais comme il a été soutenu par une décision collégiale, il prend une décision et une responsabilité éclairée. On a tort de dire ça alors? Non, 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 vous n'avez pas vraiment tort. Mais en pratique, nous, on va éviter de dire c'est le médecin qui va écrire. On va dire il sera porté dans le dossier médical, on va préciser la décision collégiale et autres. Mais en pratique, qu'est-ce qui va prendre le stylo ou le clavier pour écrire? Ça sera le médecin. Et on peut imposer une décision médicale à une famille. Oui. On le fait souvent en néonate et on le fait même... on aurait pu dire aux parents, on s'en moque, enfin on leur dira pas on s'en moque, mais on aurait pu dire nous ne tiendrons pas compte de votre avis, nous avons recueilli votre avis, mais nous le faisons quand même. Est-ce qu'on a le droit de dire ça parce que certains d'entre nous disent ça? Oui. En pratique, alors nous on ne le dira pas aussi crûment parce qu'on va se protéger, on va être très 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 prudent, mais en pratique oui, parce qu'on va dire que on va consulter, ne serait-ce que les directives anticipées, les médecins en tiennent compte. Traduction, vous les lisez, je vois qu'il veut ou qu'il ne veut pas, vous en tenez compte, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous faites ce que vous voulez. Donc de la même façon pour les parents, quand on est en décision collégiale, si j'ai quelqu'un qui s'obstine et qui dit niet catégorique, alors qu'on a une sorte d'unanimité, moins une voix de l'autre côté, et on a un profil un peu pathologique de la part du niet catégorique, eh ben on va discrètement passer au-dessus, mais simplement on le fera un petit peu discrètement après. On remettra une deuxième discussion, parce qu'on est méfiant. Ouais. Du coup, Charles, tu as une question? Je vois vaguement ce que tu veux me poser comme question. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Pour faire mourir les gens, on n'a pas 36 solutions. Soit on a des médicaments qui sont létals, qui sont des poisons. Donc c'est ce qu'a fait notre collègue à Bayonne, parce que non seulement il a discuté tout seul, mais il n'a pas fait une sédation, il a curarisé les malades. Donc là, c'était évident qu'il ne les a pas endormis, il les a paralysés, et donc ils sont morts d'asphyxie en toute conscience. C'est probablement là la grande erreur qu'il a eue. Je ne le juge pas, on peut tous se gourer, bon voilà, ok. Donc voilà, mais les faits, c'est ça. Le fait médical, c'est ça.
Pourquoi on va utiliser, tu vas me dire pourquoi on utilise l'hypnovel pour faire une sédation terminale ou qui accélère le processus de la fin de vie, ou le pentobarbital. Ta question est judicieuse, j'ai pas de réponse, je dirais, médicale. Le pentobarbital, parce que ça oblige à avoir une voie veineuse qui soit de très bon calibre, parce que ça a des impératifs, je dirais, physico-chimiques qui font que tu ne peux pas l'injecter dans une toute petite veine, il faut une veine de gros calibre. Enfin bon, c'est de la technique anesthésique, voilà. Mais je dirais, à posologie, normalement, l'hypnovel est utilisé parce que c'est une molécule qui permet d'induire un sommeil de façon réversible. Je pense que, très honnêtement, ce que tu soulèves, c'est l'ambiguïté qu'il y a chez les docteurs, et notamment chez les docteurs de médecine palliative, qui, pour beaucoup, sont, enfin, de moins en moins les plus jeunes, en tout cas, pas ceux qui sont formés dans cette école, sont très doctrinaires et sont des farouches opposants, sont des pro-life pour certains, et très opposants à l'idée de l'euthanasie. Je suis moi-même, à titre personnel, contre l'idée de libéraliser l'euthanasie. Je pense que ce n'est pas une pratique soignante. Voilà, ce n'est pas un geste médical, donc c'est clair dans ma tête. Mais je suis d'accord pour discuter avec les gens. Et moi, par contre, je dis, je suis un médecin, et donc comme médecin, je peux être de temps à autre dans l'idée d'une transgression. C'est-à-dire que parfois, je suis contraint par la réalité du malade d'être un petit peu en dehors des clous. Et ce que je m'impose, c'est l'honnêteté, la transparence. Je veux être un bon médecin, et pour moi, être un bon médecin, c'est être un bon homme et un bon citoyen, respectueux. Et donc, les médicaments, c'est pour ça qu'on a utilisé l'hypnovel, et c'est juste une question de dose. Mais c'est un peu notre côté faux cul de chez nous, chez les médecins de médecine palliative, honnêtement. Je ne sais pas si c'est complètement faux cul, mais la loi va aller dans le même sens. Elle va dire n'hésitez pas à employer des antalgiques, quand bien même il pourrait y avoir des effets secondaires et ça risquerait d'accélérer la mort. Ça, c'est déjà écrit dans la loi Leonetti. Et pour aller plus loin, pour avoir étudié la question, l'Église catholique qui est considérée comme anti-euthanasie, on s'assied à côté du patient, on attend qu'il meure, on dit t'inquiète pas, je suis à côté. Elle écrit elle-même, parce que moi j'ai besoin de texte juridiquement, elle écrit elle-même dans le catéchisme de l'Église catholique, alors ça je ne sais pas si vous le trouvez sur Légifrance, je ne crois pas, elle écrit qu'elle est pour l'administration, alors je ne sais pas si elle dit d'antalgique ou autre, quand bien même cela pourrait avoir comme effet secondaire d'accélérer la mort. Donc tout le monde est dans la même logique. Ah oui, c'est la théorie du double effet, c'est le camarade Augustin, un certain Saint-Augustin qui nous l'a pondu. C'est un des auteurs de la patristique et qui a été reprise après par Thomas d'Aquin. Voilà, vous avez les deux. Mais le grand-père, c'est Augustin et le père, c'est Thomas. Ouais, alors tout au fond est super fort. Alors, l'agonie, je vais t'aider à résoudre le problème, ça ne sert à rien, nos médicaments, puisque déjà, lorsque le malade est en agonie, le diagnostic de l'agonie, c'est un diagnostic de décérébration. Donc, dans la loi française, on est mort dès lors que le cerveau n'est plus fonctionnel, si mes souvenirs sont bons. Hein. Et donc, le malade, il est décérébré, donc il ne ressent plus rien. Et ce qu'on a comme manifestation, cette respiration ample, extrêmement impressionnante, nous, on l'interprète comme une souffrance, une détresse. Mais en fait, pas du tout. Le malade, c'est parce qu'il a une respiration de type Cheyne-Stokes. C'est comme ça qu'elle est décrite. Et elle est tronculaire. Il n'y a plus aucune commande là-haut. Et donc, il ne ressent rien. Et tant bien même, on met des médicaments pour accélérer les choses, ça ne fera rien. La seule chose qui pourrait diminuer les choses, ce serait d'administrer un curare, parce qu'on paralyserait les muscles, mais même sous curare, on a des malades qui continuent à gasper. C'est-à-dire ce malade qui est curarisé, qui est réputé mort et qui tout d'un coup a un espèce de mouvement comme sorti d'outre-tombe et qui respire et qui nous fout la trouille. On se dit, punaise, j'ai dit qu'il était mort, il n'est pas mort. Je me suis trompé. Alors nous, on est angoissés. Et puis c'est impressionnant pour les proches parce que c'est vrai que c'est comme un espèce de grand rat. C'est extrêmement impressionnant. Et nous, on a résolu le problème en expliquant les choses aux familles.
Alors on n'explique pas aux mourants parce qu'on se dit c'est pas la peine qu'ils se voient dans cette affaire-là. Mais par exemple, même pour les enfants, on explique aux parents. Et la sédation, ça peut atténuer. Le seul médicament qui peut être intéressant, c'est la scopolamine parce qu'il diminue les sécrétions. Mais ça ne servirait pas à grand-chose. Et je veux dire, ça sert à rien. Ce serait même pas une euthanasie. Il est déjà mort. Mais par contre, tu modifierais les... En fait, c'est parce qu'on est impressionné par ces choses, parce qu'on a oublié les descriptions que Hippocrate a déjà fait, que d'autres auteurs ont fait, de ce qu'est le moment de l'agonie. Mais je ne parle pas de la pré-agonie où le malade est très symptomatique, où là, il faut effectivement prendre le risque éventuellement, même de le faire mourir, si c'est pour le soulager de souffrances terribles. Une dernière question, du coup. Si, parce que... alors oui, mais c'est parce qu'on est dans le respect du « je ne tue pas ». La sédation qui est maintenue jusqu'au décès, c'est en fait, on maintient simplement le malade dans un coma artificiel pharmacologiquement, parce qu'on fait le pari, d'après nos données scientifiques, on pense que du coup, ça lui retire toute sensation, tout ressenti qui pourrait être vécu par lui comme insupportable ou comme douloureuse ou difficile. D'accord? Et le fait d'être dans une sédation qui serait à visée létale, c'est, au bout de la seringue, le malade meurt. En fait, mon intention, c'est, j'exprime clairement la nuance des mots, j'exprime clairement l'intention qui est la mienne. Il y en a un, je soulage le malade au risque de le faire mourir, et l'autre, c'est, je le fais mourir, quoi qu'il advienne. Vous voyez? Mais je comprends l'ambiguïté qui vous habite, enfin pas l'ambiguïté, le questionnement qui vous habite. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Oui, ça veut dire qu'on coupe toute possibilité de relation. C'est pour ça que la sédation est une décision qui doit être, comme la limitation et l'arrêt de traitement, me semble-t-il, doit être prise de façon collégiale, après information avec le patient quand on le peut, discussion avec la famille, il faut mettre du sens sur ces traitements-là. Alors, si j'arrête l'administration du midazolam, donc de l'hypnovel, nécessairement, en une demi-heure, trois quarts d'heure, le malade va se réveiller. Mais si je le réveille, si j'arrête la sédation, on fait parfois des sédations transitoires. Hein. Moi, ça m'arrive souvent, chez les tout-petits, on fait des sédations transitoires pour passer un cap un peu olé olé. Et puis après, on lève la sédation, le petit nous a fait le plaisir de passer le cap et on repart sur d'autres traitements qui peuvent être que palliatifs, mais bon voilà, il ne meurt pas systématiquement. Mais si je lève, la souffrance aussi va se réveiller. Il y a eu des gens qui se sont amusés à un moment donné en disant « je réveille tous les matins le malade et puis je vois s'il est encore mal ou pas ». C'est monstrueux au niveau humain. C'est en général négocié avant avec... nous, on l'a fait pour un adolescent qui nous a dit moi, je souhaite être endormi, mais tu me réveilles quand ma mamie arrive. » Donc, il a vu sa mamie. Bon, on est obligé de terminer maintenant, mais merci beaucoup. Et puis... On se reverra. Ouais, de toute façon, on vous revoit en cours et puis on...